en stage d'ingénieur de 9 semaines en Nouvelle-Zélande à l'université de Canterbury située à Christchurch. J'ai travaillé en collaboration avec ma tutrice Suzanne Krumdick et d'autres étudiants sur le thème de la transition énergétique, de notre monde actuel vers un monde avec une réduction de la consommation d'énergie fossile de plus de 80%. Vous êtes-vous déjà demandé comment sera la vie dans 100 ans? Vivrons-nous de la même manière? Aurons-nous les mêmes habitudes? En 1900, on prédisait déjà ce qui allait se passer dans un siècle. Il y a 100 ans, on débattait aussi sur le fait que les femmes soient capables de comprendre la politique et les lois. Aujourd'hui, nous ne nous posons même plus cette question, mais nous débattons sur le changement climatique. Dans 100 ans, ce débat sera-t-il toujours d'actualité ou sera-t-il aussi devenu une évidence? Voici le genre de questions que je me suis posée pendant ces 9 semaines de stage. J'avais comme postulat que nous devions réduire notre consommation d'énergie fossile de 80% d'ici 100 ans. Apprenti en école d'ingénieur à Polytech Nantes et à l'IT2I Pays de la Loire, j'ai donc pu réfléchir sur ma propre entreprise, GRDF, gestionnaire du réseau de gaz naturel dans les communes françaises. J'ai travaillé à partir de la méthode de ma tutrice Suzanne Krumdick, chercheuse en mécanique et énergétique de l'université de Canterbury et coprésidente de l'association Global Association for Transition Engineers, ou GATE. Ces deux ingénieurs initient des projets à travers le monde dans le but d'innover et superviser la transition de notre mode de vie vers un monde sans énergie fossile. GATE a 3 principes fondamentaux. Nous sommes honnêtes avec l'organisation sur les problèmes et les solutions trouvées. Nous travaillons sur les projets dans la limite de nos compétences et l'élimination de l'utilisation d'énergie fossile et des émissions de gaz à effet de serre seront des conditions nécessaires au même titre que la sécurité et la fiabilité. Nous travaillons avec des systèmes existants pour répondre à la demande en énergie et en matériaux. Je ne mentionnerai donc pas les projets encore en démonstration ou au stade de la recherche. Je ne pourrai m'appuyer que sur des solutions qui ont déjà été faites à grande échelle. GRDF a adhéré avec enthousiasme à mon projet et m'a aidé à comprendre le réseau. L'entreprise a aussi déjà pensé à l'avenir en rédigeant l'année dernière un scénario 2050 avec des objectifs clairs en prévision de la COP21 et en répondant à l'objectif Facteur 4 de la France. Énergétique de la France pour lui permettre de respecter ses engagements en divisant par 4 ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. J'ai aussi suivi cette trame proposée par la méthodologie de GATE. Nous commençons par comprendre le passé et le présent de l'organisme. Le début de la distribution de gaz naturel en France, avec le gaz de houille et les puits dans le sud de la France, puis les premières infrastructures pour accueillir le gaz importé, le développement du réseau de transport de gaz et du réseau de distribution en parallèle, l'augmentation exponentielle du nombre de clients sur le réseau de distribution. Après-guerre, l'État crée EDF et GDF qui seront dénationalisés en 1990. L'ouverture totale du marché en 2007 oblige GDF Suez à diviser ses activités de production et de fourniture de la distribution d'énergie. GRDF devient alors une filiale indépendante du groupe et entre sur le marché compétitif. J'ai aussi regardé ce qui se passait du côté de la consommation de gaz en France par secteur. Elle suit la même courbe exponentielle au XXe siècle, puis linéaire depuis le début des années 2000. Le secteur résidentiel et tertiaire sont les plus gros consommateurs de gaz, avec 290 TWh consommés en 2013. Ensuite vient l'industrie qui a consommé autour de 132 TWh avec une stagnation de la consommation depuis les années 90. Le troisième secteur qui nous intéresse est l'agriculture et le transport qui ont consommé 5,5 TWh en 2013. J'ai aussi pris connaissance des normes de la thermique du bâtiment depuis les années 70. Toutes ces données ont été importantes pour bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise, son positionnement actuel et son champ de décision. L'extraction de gaz suit les mêmes lois que le pétrole, qui coûte toujours plus cher à produire. Pour un baril de pétrole investi, les entreprises pouvaient extraire 100 barils en 1940. Aujourd'hui, pour un baril investi, elles peuvent espérer en extraire 15 barils. Nous pouvons aussi parler du modèle Hubbert. Mr. King Hubbert, géophysicien américain, a donné son nom à ce modèle qui avait prédit le choc pétrolier de 1970
et le déclin de la production de pétrole, puis un nouveau choc en 2004. Suzanne Kumdik nous explique sa vision des choses. So Susan, what is your vision about the gas and oil production in the world right now? All right, world oil and gas production. What is it we should be investing in right now? We should be investing in massive reduction in demand of those things, how much is used. So shutting down the production, first of all, in a way that everyone knows what the production reduction rate is going to be, and then the investment in systems that use a tiny fraction of that amount of oil and gas to get the services done that people need. Okay. Now that seems a little radical, the system, to just change it so that it doesn't crash, because they can understand the information about what the problems are, and they can understand how to change how that system works so that we have a chance, and then we have to deal with the next thing and the next thing. But we do have to think about that level of people, and that's us. Of course. Nous savons que le gaz naturel est une ressource finie. Nous devons donc trouver d'autres comportements et s'adapter aux nouvelles contraintes de notre environnement, puis ainsi répondre à la demande. L'étape suivante est la plus créative et divertissante de notre processus de transition énergétique. Le brainstorming a été fait avec la collaboration de d'autres étudiants travaillant aussi sur la transition énergétique. What the bears, like when we backcast, what we're doing there is recognizing what the existing thinking is. We're comparing our 100-year view to 100 years ago, Okay. or longer. And as we come back, okay, so I don't know if we're finished with our 100-year view. Basically, there could still be pipes, and they could still be using. Elle consiste à oublier ce que se fait aujourd'hui et d'imaginer la vie dans 100 ans. Fermez les yeux, un voyage vers le futur où l'imagination n'a pas de limite. Par exemple, imaginons une ville avec un centre où l'on peut faire notre lessive, acheter du pain, de la confiture, prendre une douche, etc. Une vie en communauté où les activités sont concentrées en un seul point, à l'image de nos centres commerciaux. Cela évite beaucoup de pertes d'énergie par effet de masse produite par l'énergie solaire. Ce serait cela le monde dans 100 ans. Pouvez-vous le concevoir? Cela vous plairait? Une vie en communauté? Passer d'une vie purement individuelle vers une vie individualisée et communautaire à la fois, qui induit une meilleure qualité de vie et une meilleure santé avec une demande en énergie et en matière moindre. Nous nous sommes ensuite focalisés sur les besoins primaires, nécessaires et optionnels. Les besoins essentiels sont tout ce qu'il nous faut pour survivre, nourriture, eau et bonne santé. Ils sont représentés en vert sur la mind map. Ensuite, il y a les besoins nécessaires, en bleu, qui nous permettent de vivre. Ils diffèrent selon nos mœurs et nos cultures. Le type de nourriture que nous mangeons, par exemple, les zones à éclairer en ville. Enfin, il y a les besoins optionnels, le lifestyle, comme dirait Suzanne, en orange. Tout cela nous permet d'identifier les besoins réels en gaz des habitants de notre société dans 100 ans qui ne changeront pas. Nous devons trouver des solutions innovantes pour répondre à la question de départ. Comment une société de distribution de gaz peut-elle être rentable dans 100 ans avec une réduction de 80% de la consommation d'énergie fossile? La réponse la plus évidente est le biométhane, parce que c'est un produit issu des déchets. Ce gaz a les mêmes propriétés que le gaz injecté aujourd'hui dans le réseau et est issu de déchets produits par l'agriculture, les ménages, les industries, les boues d'épuration, etc. Reste à savoir, peut-on répondre à la demande de gaz uniquement avec le biométhane? Où sont les gisements de déchets pour produire le biométhane? Nous estimons qu'il n'y aura pas de hausse de la population en France, soit 67 millions d'habitants. Je n'ai pris en compte que les consommations des résidences principales. Une résidence aura un besoin bien moindre qu'aujourd'hui de par les nouvelles réglementations en vigueur en 2020. Les habitations seront beaucoup plus petites. Toute l'énergie dont elle aura besoin sera compensée par une production renouvelable d'énergie directement utilisée ou envoyée sur le réseau.
Les besoins en chauffage seront très faibles du fait d'une enveloppe du bâtiment très performante. L'eau chaude sera elle aussi très peu utilisée dans les maisons. Elle sera plus utilisée dans les centres communautaires. Cela permet de mutualiser les besoins et donc de réduire considérablement la demande en énergie. La nourriture devra être produite localement et disponible dans les centres communautaires. Il y aura un besoin de chauffage, de lumière et de ventilation. L'hôpital sera aussi un endroit où il y aura des besoins de chauffage, d'eau chaude, de lumière et de ventilation plus importants. Les déchets ménagers seront réduits par une meilleure gestion des habitants. L'industrie est un peu plus complexe à comprendre. Nous savons que sa consommation de gaz n'évolue pas. Nous pouvons conclure qu'elle n'augmentera pas d'ici 100 ans, voire diminuera. Certains déchets générés par ce secteur sont une source de biométhane. Aujourd'hui, ces filières consomment peu de gaz par rapport aux filières résidentielles, tertiaires et industrielles. L'agriculture reste néanmoins un gros enjeu, car c'est la source de l'un de nos besoins primaires, la nourriture. Ces déchets sont une source de biogaz. Plutôt que de laisser le méthane se répandre dans l'atmosphère lors de l'épandage, les rejets agricoles sont placés dans un digesteur où est collecté le biométhane par fermentation sans oxygène. Le biogaz est distribué puis valorisé en chaleur ou en électricité. Et le CO2 dégagé par combustion de biogaz issu de récoltes agricoles n'accroît pas l'effet de serre car la pousse de la récolte suivante absorbe la même quantité de CO2, indispensable à la photosynthèse. En 2004, en France, le secteur agricole a produit 1950 kilotonnes de CH4. À lui seul, l'élevage a émis 1900 kilotonnes. Le transport sera réduit au minimum. Ce n'est pas un besoin primaire. La consommation française va beaucoup diminuer d'ici 100 ans, grâce aux efforts faits dans le secteur résidentiel. Le potentiel de biométhane est faible par rapport au potentiel actuel d'extraction de gaz, qui diminue ainsi jusqu'à devenir nul. La demande faible rencontrera alors la production de biométhane d'ici 100 ans. Cela nous donne un espace de toutes les possibilités envisagées et leurs solutions. Il reste désormais à déterminer ce qu'il est possible de faire, probable, improbable ou impossible. Il m'a fallu évaluer les sources de biométhane en France et les besoins de gaz. Pour avoir un projet un peu plus concret, je me suis penchée sur le cas d'une ville au hasard de 1885 habitants. Elle est desservie en gaz et GRDF est le gestionnaire du réseau. La ville a répertorié 2720 logements, individuels ou collectifs. Nous évaluons les besoins primaires en énergie du parc pour le chauffage, l'eau chaude et l'électricité. Il faut ensuite évaluer les besoins des centres communautaires. Ensuite, nous réalisons un audit des déchets générés par les exploitants agricoles sur la commune, puis par les habitants et les industries. Nous regardons combien de bâtiments peuvent être alimentés par le biométhane en fonction du pouvoir méthanogène des déchets. Le réseau de gaz distribue uniquement les bâtiments les plus proches du méthaniseur pour un souci de rentabilité. Le choix de l'emplacement du digesteur sera donc complexe. Il prendra en compte plusieurs critères. Être au plus près de la source, exploitation agricole, industrie et habitants, pour éviter au maximum le transport des déchets jusqu'au méthaniseur. Être près du réseau de distribution, desservir les habitants les plus près suivant la capacité de production, ne pas gêner les habitants par le bruit ou l'odeur, mais c'est secondaire. L'unité sera donc placée en périphérie de la commune et pourra ainsi fournir le carburant nécessaire aux véhicules transportant les déchets. Nous pouvons penser aussi à installer plusieurs unités de méthanisation autour de la ville si la matière première nous le permet. Le réseau de gaz doit donc être dessiné en fonction des unités de production locales futures et non en fonction des bâtiments. Le gaz peut être directement utilisé avec une pompe à chaleur à absorption gaz pour le chauffage et l'eau chaude dans les centres communautaires et les logements. Il peut aussi être utilisé dans les cogénérations pour produire de la chaleur et de l'électricité. Le biométhane sera l'énergie complémentaire des panneaux solaires thermiques. Toutes les zones non desservies par le biométhane peuvent être alimentées en énergie par le bois, par réseau de chaleur ou poêle ou insert. Ces deux énergies, gaz et bois, seront complémentaires. Ce cas m'a permis de bien réfléchir à une réponse locale. J'ai ensuite évalué le potentiel de la France pour la production de biométhane, environ 260 TWh d'après les estimations de l'IRSTEA et en pondérant de 50% leurs chiffres, et comparer cela à la consommation de gaz des Français. Des recherches ont été entreprises pour trouver les gisements de déchets putricides
par un institut national. GRDF peut s'y associer et ainsi développer le réseau en connaissance de cause. Sachant que la consommation va baisser drastiquement, GRDF doit dès à présent se concentrer vers les possibles sources de matières premières et laisser place aux autres solutions comme le bois pour les zones trop éloignées d'une industrie ou d'exploitation agricole. Un travail en collaboration avec les entreprises du réseau de chaleur est à envisager pour l'avenir. Chacun peut définir l'extension de son réseau en fonction de l'autre et des besoins et des ressources du terrain. Aujourd'hui, les deux réseaux de chaleur et de gaz naturel sont en compétition. Le réseau de chaleur urbain vient remplacer le réseau de gaz naturel pour irriguer les gros consommateurs en énergie. La logique est donc complètement différente de celle que j'ai pu avoir en imaginant le monde dans un siècle. Les ressources en bois, comme celles de biogaz, ne peuvent pas couvrir les besoins actuels de la France. La différence entre les deux réseaux est que l'un a déjà ses infrastructures présentes et l'autre nécessite donc un investissement supplémentaire. Le deuxième point divergent entre le présent et mon futur est la façon dont GRDF est rémunéré. Le gouvernement lui impose une rentabilité de bénéfice par rapport à l'investissement, donc la consommation du nouveau client sur le mètre de tuyau à construire en plus. Par exemple, dans cette logique, les stations-service sont difficiles à raccorder en gaz car elles sont loin du réseau actuel et peu consommatrices de gaz. Il faudra donc soit rapprocher les stations des villes, soit changer la logique de rémunération de GRDF. La réflexion doit donc continuer afin de trouver le chemin à suivre pour arriver au monde imaginé dans 100 ans, avec notre postulat de départ. Se concentrer sur le biométhane, ne pas avoir peur de la décroissance de la consommation de gaz inévitable, trouver d'autres indicateurs de performance. Savoir où sont les gisements de biométhane, s'associer à des instituts de recherche. Développer le réseau en fonction de ces gisements de déchets. Ne pas étendre le réseau sans vérifier les gisements de déchets alentour. Collaborer avec les entreprises de réseau de chaleur et devenir complémentaires. Collaborer avec les villes et les industries pour évaluer leurs futurs besoins, les aider à mettre en place leur plan de transition énergétique. Coopérer avec les instituts de recherche pour développer des modèles des besoins et la capacité pour chaque besoin. Construire une cartographie des futurs arrêts d'exploitation de certaines branches de réseau pour garder le réseau rentable. Se baser sur une forte augmentation du prix de l'énergie fossile et du prix de l'énergie en général. Se baser sur une utilisation du gaz pour les besoins seulement essentiels. Prendre en compte tous ces paramètres pour élaborer une stratégie managériale du réseau pour les investissements et les cessions du réseau afin de maintenir GRDF bénéficiaire tout au long de la transition énergétique du monde. Ce travail de 2 mois et demi n'est que les prémices d'une réflexion sur le long terme que GRDF peut entreprendre aux côtés de l'association GATE et Suzanne Krumdig. Mon stage en Nouvelle-Zélande est un beaucoup des recommandations auxquelles nous pouvons aboutir après un travail en collaboration avec les ingénieurs spécialistes de la transition énergétique. Pendant ces 10 semaines, j'ai survolé les possibilités qu'a GRDF pour répondre à la problématique de départ. Cette étude ne demande donc qu'à être creusée en profondeur pour arriver à des solutions très concrètes et répondre à des objectifs ciblés. Nous pouvons aussi remarquer que toutes les recommandations faites peuvent sembler n'être que du bon sens. Elles peuvent aussi paraître très utopistes. C'est une remarque que je me suis faite moi-même au cours de ce stage. Suzanne m'a par la suite confirmé que ce stage au sein de l'association n'était que du bon sens et que si nous ne rêvions pas d'un système parfait, nous ne pourrions jamais nous améliorer et avancer. En complète autonomie pendant ce stage de 9 semaines, j'ai dû beaucoup communiquer avec mon entourage pour ne pas avoir ma seule vision des solutions et mes seules idées. Le brainstorming a été très enrichissant. Mon projet fait partie d'un ensemble, d'une réflexion globale que Suzanne et Daniel supervisent. Je me suis sentie toute petite au début, puis j'ai compris que l'activité de mon entreprise était au cœur de notre mode de vie, aujourd'hui, et le restera dans le futur. La transition dont nous parlons depuis quelques mois, j'y ai complètement participé. J'ai aussi compris que cette transition doit se faire dans nos vies de tous les jours. J'ai donc beaucoup évolué lors de ce stage. J'ai aussi beaucoup appris des différents points de vue de mon entourage.
Merci beaucoup à Suzanne de m'avoir permis d'avoir ces réflexions et ces débats sur notre vie actuelle et future. À tous ceux qui ont bien voulu prendre part à mon projet, et à GRDF qui a eu assez confiance en moi pour me laisser diriger seul ce projet à l'autre bout du monde.